Alors vous l'avez compris, on entre dans la troisième partie de cette émission, une émission consacrée à un invité qui parle cash, en l'occurrence Bruno Crass. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Donc on vous retrouve quelques années après. Vous étiez déjà venu sur ce plateau nous présenter H2O Management. H2O Management qui a fait non pas des petits, mais qui a grossi, on peut dire, 5 milliards d'encours gérés. Racontez-nous ces dernières années peut-être pour présenter H2O Management. Écoutez, on a offert un concept qui était un peu différent de ce qui est offert par les grandes sociétés de gestion. Concept basé sur une approche relative des marchés. Ça a plutôt bien marché. On a eu de très belles années, notamment les 3 dernières années. Et là, aujourd'hui, on a capté une clientèle, notamment étrangère. Et nous espérons que nous allons continuer sur ce chemin-là. Bon. Pourquoi est-ce que bien prévoir, Jonathan a décidé de distribuer H2O Asset Management? On rappelle, c'est une filiale Natixis Asset Management. Tout à fait. D'abord, la qualité d'un fonds, il faut le savoir, c'est avant tout la qualité de son gérant ou de l'équipe de gestion. Et je ne dis pas ça parce que Bruno est dans le studio. On va voir les performances après. Parce que justement, les résultats sont là en fait, quand on regarde les perfs. Les performances sont excellentes. Depuis le début de l'année, alors que le CAC est pratiquement à l'équilibre, en légère hausse, le fonds H2O Multistratégie a performé de plus 25%, 25,7 exactement, 32% en 2013, 40% en 2012 et une baisse de 29% en 2011. Donc pour celui qui accepte une volatilité assez élevée, un risque donc assez élevé, la performance attendue est très forte. Pourquoi ce revers de fortune en 2011 ? En fait, quand on fait de la valeur relative, et en 2011, il y a eu beaucoup d'événements exogènes qui sont venus en fait changer la donne. Ça a été une année compliquée, c'était une année très difficile, mais depuis, et c'est un peu aussi l'idée du produit, c'est d'avoir un horizon de 3 ans, et sur l'horizon de 3 ans, les performances sont excellentes. Et il faudrait revenir peut-être sur cette idée de performance relative. Comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce que ça se pilote au quotidien? Ça repose sur quoi? En fait, je prendrai un jeu, la manière dont nous voyons les marchés, c'est un petit peu comme un jeu de Mikado. Pour prendre l'exemple qui a été pris auparavant, on aime les actions européennes parce qu'on aime les caractéristiques de la zone euro aujourd'hui, l'abondance de liquidités. Nous, chez H2O, on n'achètera pas des actions européennes de manière sèche. Parce que l'idée, c'est juste l'Europe par rapport au reste du monde. On va le faire par rapport à d'autres marchés actions. Et notamment, ce que l'on aime aujourd'hui, c'est les actions européennes et les actions japonaises contre les actions émergentes et les actions américaines. Donc, pour aller encore plus loin, si vous achetez des actions européennes et qu'elles baissent, mais qu'elles baissent moins vite que les actions japonaises, vous pouvez quand même créer de la performance. Ouais. Ou américaine. Exactement. C'est-à-dire qu'on essaie de tirer, comme dans un jeu de Mikado, juste ce que l'on aime. Sans faire tomber l'échafaudage. Sans faire tomber le reste. Sans faire bouger le reste. Sans faire bouger le reste, c'est important. Donc 25%, un chiffre impressionnant, Jonathan le rappelait. Comment ça s'est construit depuis le début de l'année, cette performance? Comment vous l'avez fabriquée? En fait, on a eu 2 temps. Le premier temps, on a eu des vents porteurs et des vents contraires. L'avantage de cette approche, c'est qu'on peut aussi bénéficier des vents contraires. Les vents porteurs, c'est d'abord la politique monétaire européenne, avec ce changement de cap en début d'année, qui a amené une convergence européenne, des taux européens qui ont fortement baissé. L'Allemagne a quasiment des taux négatifs, la France tout proche de zéro sur les parties courtes. Et ça, comment vous en profitez concrètement? Tout simplement parce qu'on était plutôt acheteur de ces obligations-là contre d'autres obligations. Parce que donc vous pouvez vous positionner sur tout un tas d'actifs, que ce soit en effet les obligations, les taux, les devises ou les actions. Ce n'est pas uniquement sur de la performance action pure, parce qu'on l'a vu, la performance d'un indice comme le CAC n'est pas aussi dynamique. Oui, puis le CAC, c'est la France. La France, c'est un grand pays. On regarde son histoire, mais c'est un tout petit pays sur les marchés financiers. Donc le CAC 40, on regarde assez peu. En fait, on regarde l'Europe en tant que telle. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la cuisine avec des éléments qui soient le plus purs possible. Donc, vous avez anticipé correctement le mouvement de la Banque Centrale Européenne. Quoi d'autre? What else? Alors ensuite, oui. Alors le deuxième type d'environnement que l'on vit en fait depuis quelques mois, c'est un changement de cap de la politique monétaire américaine. Alors, on ne le voit pas encore dans la presse, mais il a déjà commencé, c'est souvent comme ça. Un changement de cap qui va sans doute arriver courant 2015. Et là, il faut s'y préparer.
Bon, on s'y prépare, encore une fois, en étant très prudent sur les obligations américaines, en jouant des arbitrages sur les obligations américaines. Jonathan nous rappelait le risque de krach obligataire en première partie de l'émission. Est-ce que vous faites partie de ces tenants ou plutôt de ceux qui sont rassurés par la politique et la stratégie, le doigté de Janet Yellen? À partir du moment où, si on regarde tous les krachs obligataires, en général, ils ont été, que ce soit en 94 ou 87, déficit commercial américain, 94, la Fed qui panique sur l'inflation, 99 dans une moindre mesure. On n'est pas dans cet environnement-là. La Fed peut piloter pour l'instant. Mais en fait, il faut qu'elle acte assez rapidement pour ne pas tomber dans un type de comportement qui ferait peur au marché. On a une question d'un internaute qui vous demande ce que vous pensez du risque de déflation. C'est vrai que c'est un gros sujet en Europe. Et quelles possibles conséquences pour les actions? En fait, le risque de déflation, il existait. Bon, c'est un risque, donc c'est un risque à terme. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Banque centrale européenne, c'est vraiment pour combattre cette déflation. À 0,4% d'inflation, on est tout proche. On est très loin, en tout cas, des 2% fixés dans... Oui, on est très loin des objectifs de la Banque centrale. C'est pour cette raison que la Banque centrale prend des décisions. Mais il faut toujours regarder, en fait, la déflation, elle n'est pas là aujourd'hui. 0,4, ce n'est pas de déflation. La déflation, c'est si on passe dans des niveaux d'inflation négative. Et ça, c'était un risque à 2 ou 3 ans. Avec ce que fait la Banque centrale européenne aujourd'hui, on peut penser que ce risque sera évité. Et ce bras de fer entre, par exemple, les Français, les Allemands, et notamment sur la politique monétaire, vous pensez qu'il va permettre de sortir quelque chose de positif? Je pense que la Banque centrale fait beaucoup, fait énormément. Fait beaucoup plus. Fait tout, en fait, ça va faire comme l'effet on lui demande Fed. encore plus, on lui demande toujours plus à la Banque centrale. Elle fait énormément. 1 trillion d'actifs achetés, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que les actions européennes vont monter quoi qu'il arrive? En fait, les actions européennes, notamment tout ce qui est grande capitalisation, sont des actions qui sont mondiales, avec un socle européen. Lorsque le socle européen, vous le déflatez, ça fait monter l'action. Jonathan, une question pour Bruno? Non, moi ce que je voudrais rajouter en fait, l'intérêt aussi du fonds H2O multistratégie dont on vient de parler, c'est que lorsque nous on met en place une allocation, en fait, on cherche toujours à avoir des fonds qui se différencient des autres fonds. On cherche la diversification pour diminuer le risque global du portefeuille. Et H2O multistratégie, ce n'est pas un fonds qui ressemble à un autre fonds sur le marché. Donc c'est un fonds qui nous permet d'avoir cette diversification et donc de trouver à faire diminuer le risque. Et c'est pour ça qu'il a toute sa place dans un portefeuille d'OPCVM de nos clients. Mais on le voit, des performances impressionnantes à la hausse, voire parfois à la baisse. Est-ce qu'on court ce risque chaque année, en fait, ou est-ce que... Non, parce que 2011, c'est une année exceptionnelle. On gère avec ce type d'approche depuis plus de 20 ans. On a eu en 20 ans 3 mauvaises années, donc celle de 2011. Donc c'est relativement rare. Et en tout cas, on est aujourd'hui dans une situation où il ne faut pas perdre de vue le fait que les banques centrales ont beaucoup inflaté les actifs, globalement. Elles l'ont inflaté. Ça a été vraiment une bénédiction pour les actifs financiers. Ce qui souvent, d'ailleurs, est un élément précurseur de la vraie inflation. Donc l'inflation des actifs est toujours un peu avant la vraie inflation. Donc le fait que la Banque centrale américaine change de cap, ça peut être un châtiment pour les actifs financiers. Donc nous, on fait du relatif. Et c'est vrai que le relatif a cet avantage-là, c'est qu'il est beaucoup moins exposé à des changements de cap directionnels. Vous citez l'histoire des marchés financiers, mais on a l'impression que en fait, se tourner vers l'histoire financière ne marche plus aussi bien qu'avant. C'est-à-dire qu'on a des repères un peu différents. On pourrait reprendre les grandes théories financières qu'on apprend sur les bancs de la fac. Et on a l'impression qu'elles répondent moins bien, ces manettes. Est-ce qu'on change de monde? Oui, on change de monde. Je pense que le corpus théorique qui expliquait l'évolution de l'économie ne fonctionne plus, tout simplement parce que les banques centrales sont omnipotentes. À partir du moment où vous pouvez jouer sur le change, vous pouvez jouer sur le montant de liquidité dans le système, finalement, l'économie n'est plus du tout pilotée par les mêmes éléments. Donc c'est plus compliqué à lire. Bon, et votre scénario pour la fin de l'année? Difficile, ça dépendra, je pense, beaucoup de ce que va faire la Fed. Mais en tout cas, on attend, à moyen terme, on s'attend à une surperformance des actifs européens, je le répète. Bon, ça s'appelle H2O Asset Management, c'est donc une filiale de Natixis Asset Management. Bruno Kras, vous en êtes le directeur général. Merci de ces explications, merci de votre visite. Et puis à bientôt. Jonathan, on se revoit le mois prochain. Tout à fait. Merci à tous pour votre attention.